Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la tentative de coup d'État sur le nouveau président de la refondation de Madagascar. 3 semaines après sa prestation de serment, Michael Randjanirin a été visé par une tentative de meurtre déjouée à temps. Une personne a été arrêtée. L'enquête est toujours en cours. 4 mois après la poignée de main historique à Washington entre la RDC et le Rwanda pour sceller un accord de paix, les deux parties ont signé le volet économique du texte qui fixe les secteurs de coopération régionale mais reste conditionné à des avancées sécuritaires sur le terrain. Explication à suivre dans cette édition. Et on parlera du Salon des industries musicales d'Afrique francophone qui se tient à Cotonou du 10 au 15 novembre, un rendez-vous stratégique des musiques d'Afrique francophone, un salon porté par l'entrepreneur culturel Mambi Diomandé qui entend transformer les talents du continent en puissance économique mondiale. Il est l'invité du JTA de ce samedi soir. On ouvre ce journal en allant à Madagascar. Une tentative de coup d'État et de meurtre visant le président de la refondation a été déjouée à temps. Michael Randjanirin avait prêté serment il y a à peine 3 semaines. Un mandat de perquisition a permis l'arrestation ce samedi de 2 suspects, la saisie de 5 armes à feu et l'équivalent de 400 000 € en cash. L'enquête est en cours. Gaël Borgia. Un coup d'État et une tentative d'atteinte à la vie du nouveau président malgache, c'est ce qu'affirment avoir déjoué les services de renseignement malgaches en l'espace de 2 jours suite à un signalement. Quelques heures après la fin de la perquisition, le nouveau directeur général des renseignements malgaches a présenté à la presse les premiers éléments de l'enquête. C'est le résultat de plus de 12 heures de perquisition dans une villa où se trouvaient 2 suspects. La brigade criminelle de la gendarmerie, aidée par les renseignements, a saisi 6 armes à feu ainsi que des liasses de billets dans des cartons représentant une valeur de 400 000 €. Selon le nouveau directeur général des renseignements, cette opération de déstabilisation aurait été commanditée à des tueurs à gages étrangers qui ne seraient ni des militaires, ni des mercenaires. Ce seraient donc des civils qui travaillent dans le secteur privé et résident à Madagascar depuis plusieurs années. Alors cette tentative de déstabilisation intervient alors que la Gen Z demande à être écoutée et entendue par le nouveau président. Il réclame également un rôle politique dans les futures instances de la transition. Et plus de 4 mois après la poignée de main historique à Washington entre les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais, vous vous en souvenez, on en parlait ici même, le Rwanda et la RDC ont signé le volet économique de cet accord de paix du 27 juin. L'accord fixe le secteur de coopération régionale, mais reste conditionné à des avancées sécuritaires sur le terrain. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. Dans un communiqué, les États-Unis évoquent un pas en avant significatif. La RDC et le Rwanda ont paraphé le texte du cadre d'intégration économique régionale. En clair, il s'agit d'un accord pour favoriser la coopération économique dans la région et attirer les investisseurs, notamment pour rendre les investissements miniers plus sûrs et plus rentables. Alors la question des minerais est centrale dans le conflit. La RDC accuse le Rwanda de piller les ressources minières congolaises, mais jusque-là, Kinshasa a refusé de signer ce texte, conditionnant sa signature au retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Mais cette fois, la mise en œuvre du cadre d'intégration économique régionale est subordonnée à la bonne exécution du CONOPS. C'est là un autre point de crispation entre Kinshasa et Kigali. Le CONOPS prévoit la neutralisation des FDLR et le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Alors sur ces 2 points, il n'y a pas eu de réelle avancée. Si les États-Unis ont reconnu un retard pris dans l'application de l'accord de paix de Washington, le médiateur affirme que les 2 parties se sont engagées à faire des progrès à court terme. De retour d'une mission de terrain, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés se dit profondément préoccupée par la situation à l'est du Tchad. La crise humanitaire s'aggrave de jour en jour. Depuis le début du conflit au Darfour, plus de 800 000 réfugiés soudanais ont franchi la frontière et selon le HCR, 120 000 autres pourraient encore arriver d'ici la fin de l'année. Ghislaine Alataroum. Le HCR tire la sonnette d'alarme. D'ici fin 2025, le Tchad pourrait accueillir 120 000 nouveaux réfugiés soudanais.
Pour y faire face, l'agence estime à 52 millions de dollars le budget nécessaire afin de couvrir les besoins essentiels. Eau, nourriture, soins, abris, mais aussi pour renforcer la connectivité et garantir un accès fiable à l'électricité et aux services numériques. Les communautés locales, déjà éprouvées, partagent leurs puits et leurs terres, mais la solidarité atteint ses limites. Il y a un nouveau plan de contingence qui a été élaboré au niveau du pays, en commençant par les provinces, et c'est sous le lead du ministère de l'Action sociale et des Affaires humanitaires. Et c'est ce plan, justement, qui prévoit l'arrivée de ces nouveaux réfugiés. Et chacun aura un rôle à jouer. Et ce que nous attendons de la communauté internationale, c'est encore de continuer à appuyer le Tchad pour faire face à l'arrivée probable de ces nouveaux réfugiés. Pendant ce temps au Soudan, la situation humanitaire continue de se détériorer. À la frontière, les arrivées se poursuivent. Les ONG, elles, exhortent la communauté internationale à agir sans attendre. Allez, on passe au reste de l'actualité africaine, en bref et en images. En Tunisie, plusieurs figures de l'opposition, dont Rached Ghannouchi, annoncent une grève de la faim en soutien à Jawar Ben Barek, cofondateur du Front de Salut National. Il est emprisonné depuis février 2023 et son état de santé se serait gravement détérioré après 9 jours de jeûne. Malgré les démentis officiels, sa famille et les ONG alertent sur un risque vital. Après 38 jours de disparition forcée en Ouganda, les militants kenyans Bob Ndiagi et Nicolas Oyo ont été libérés à la frontière de Busia. Leur famille exprime un immense soulagement et le ministre kenyan des Affaires étrangères évoque un engagement diplomatique soutenu. Les ONG dénoncent des pratiques d'enlèvement devenues courantes contre les opposants en Afrique de l'Est. Une foule immense a répondu à l'appel du Premier ministre sénégalais et du président du PASTEF au pouvoir ce samedi à Dakar. Ousmane Sonko a voulu rassurer ses militants sur la situation économique du pays. Il promet également que la justice sera rendue aux victimes des manifestations politiques entre 2021 et 2024. L'opposition voulait également organiser un rassemblement pour dénoncer le coût de la vie et les entraves aux libertés individuelles, mais celui-ci a été interdit. Plusieurs manifestants ont été arrêtés. On passe à notre focus de ce samedi soir avec un homme, une vision et un salon. Mambi Diomandé, entrepreneur culturel ivoirien de référence et le fondateur du CIMA, Salon des industries musicales d'Afrique francophone, du 10 au 15 novembre. Cotonou accueillera cette plateforme unique réunissant artistes, décideurs, investisseurs pour structurer la filière musicale francophone. L'objectif, faire passer les musiques d'Afrique francophone du potentiel aux preuves. Merci Mambi Diomandé d'être avec nous et bienvenue dans votre JTA. Alors, le thème de cette édition parle de preuves. En quoi le CIMA veut-il démontrer que la musique francophone africaine est une vraie industrie ? Merci Fadima de me recevoir sur votre plateau. Alors le CIMA, dans son essence même, qui est un salon qui a pour but de valoriser les acteurs des industries musicales, de participer au renforcement de capacités de ces acteurs, mais également d'accompagner tout ce qui est politique de mise en œuvre culturelle, se veut comme étant un salon qui vient au travers de tous les chiffres aujourd'hui qu'on peut voir, notamment le fait que sur l'Afrique subsaharienne, pour la première fois, elle a passé le cap de 100 millions de dollars en termes de revenus générés par la musique, montrer qu'aujourd'hui, la musique n'est pas simplement un divertissement, mais aujourd'hui, la musique est une industrie à part entière à travers toute la chaîne de valeur qu'elle représente. Votre parcours, justement, à vous, Mambi, est singulier. Vous êtes passé de l'ingénierie électrique à la production culturelle. Pourquoi ce choix et quel impact sur votre approche, justement, plus particulier du CIMA ? Alors, je pense que c'est une passion qui m'a fait traverser l'ingénierie en génie électrique
à la production culturelle, mais ça m'a donné également une certaine approche, totalement logique dans mes réflexions et qui m'a emmené aujourd'hui à créer le Salon des industries musicales d'Afrique francophone. Dans la mesure où aujourd'hui, dans le cheminement, il s'agit d'identifier les différentes problématiques qu'on a, voir en face les solutions qu'on a, comprendre les différentes parties prenantes de ces différentes industries culturelles et créatives, et spécialement sur la musique, et pouvoir trouver un alignement entre le besoin et la capacité de financement ou de structuration qu'on peut avoir en face. On vous entend. Un des points névralgiques, évidemment, que peut-être le CIMA va mettre en évidence, c'est le financement. Quels mécanismes concrets seront explorés pendant ce salon pour rendre cette industrie plus rentable? Alors, la première des choses qu'il faut savoir sur nos industries musicales en Afrique, il ne faut pas aller tout de suite sur des mécanismes de financement, il faut commencer par de l'alignement et de la sensibilisation. Et c'est pour ça que cette année, la thématique du salon, c'est faire rayonner et faire financer du potentiel aux pauvres. Il faut que les bailleurs, les différents investisseurs puissent avoir un alignement avec les besoins des acteurs de ces industries culturelles et créatives, notamment de la sensibilisation sur la propriété intellectuelle, notamment de la sensibilisation sur les infrastructures dont on a besoin pour pouvoir créer des économies locales autosuffisantes, mais également avoir de l'alignement quant à ce que le bailleur recherche en termes d'indicateurs de performance et ce que l'industrie en l'état actuel est capable de lui produire. Vous militez aussi pour un meilleur lobbying culturel. Quelles sont, selon vous, les conditions à réunir pour que l'Afrique pèse davantage dans l'industrie musicale mondiale? Alors, le lobbying qu'on fait est un lobbying interne. Je m'explique. Il est interne dans la mesure où on cherche à sensibiliser nos pouvoirs politiques quant à l'importance de ces industries musicales. Le lobbying se fait en interne. Pourquoi? Parce qu'il faut démontrer à l'aide d'indicateurs et de data que les industries culturelles et créatives sont des industries qui comptent et qui contribuent au soft power pour les différents pays, à l'instar de ce que le Bénin peut faire, à l'instar de ce que la Côte d'Ivoire représente. Et on l'a vu, par exemple, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, comment est-ce qu'un titre comme celui de Tamsir dépasse les frontières du pays. Donc aujourd'hui, le plaidoyer qu'on fait n'est pas un plaidoyer international, c'est un plaidoyer local pour que définitivement nos politiques culturelles ou nos politiques de façon globale puissent être orientées quant à améliorer et faire évoluer ces industries culturelles et créatives. Vous avez aussi, à titre personnel, travaillé avec des majors comme Universal, des stars comme Burna Boy, Koffi Olomide, tout ça. En quoi ce réseau nourrit-il justement votre ambition pour le CIMA? Alors, ce réseau nourrit mes ambitions pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui, on met en place un salon des industries musicales qui est un espace avant tout de networking. Donc, toutes ces personnes avec qui on a travaillé, avec qui j'ai travaillé durant tout mon parcours professionnel, sont ces personnes aujourd'hui qui vont se réunir et discuter des enjeux et des défis autour des industries musicales. Mais au-delà, c'est un pont qu'on essaie de créer, c'est un pont concret. Je ne dirais même pas qu'on essaie, c'est un pont concret, un pont sud-sud, mais également un pont nord-sud entre les personnes avec qui on a travaillé et les personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Et c'est toutes ces personnes-là qui alimentent aujourd'hui le réseau qu'on a et qui permettent au Salon des industries musicales d'être un rendez-vous incontournable. Merci beaucoup, Mambi Diomandé, d'être venu sur le JTA de France 24. Merci beaucoup. Bon salon à vous. Merci à tous. C'est ainsi que nous refermons le Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir en particulier, forcément, de Cotonou à Dakar en passant par Abidjan. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.